Shusui est l'une des épées les plus emblématiques de One Piece. Elle fait partie des 21 grandes lames de qualité supérieure. Et surtout, c'est l'une des 2 seules lames définitivement noircies de la série. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer de créer la meilleure version réelle de Shusui, en veillant à ce que chaque détail reste fidèle au canon de One Piece, tout en respectant les traditions de la forge japonaise. L'un des détails les plus frappants de Shusui est son hamon, la ligne ondulée visible sur la lame. En effet, on ne peut pas créer un hamon sur n'importe quel acier, il faut un alliage spécial. J'utilise ici de l'acier W2. Le W2 est le meilleur acier moderne pour les hamons grâce à sa teneur en vanadium qui réduit sa trempabilité et améliore la prise du hamon. J'ai pris 10 petits morceaux de W2 et les ai soudés par points pour en faire ce gros lingot. J'ai fait ça au lieu d'une longue barre comme pour Enma. D'abord par manque d'acier de la bonne longueur, mais aussi parce que c'est vraiment cool. Les lames japonaises traditionnelles sont fabriquées à partir d'un bloc d'acier comme celui-ci et non d'une longue barre. Cette étape du processus s'appelle en fait l'étape sonobe, et essentiellement il s'agit de forger une préforme. L'un des éléments super importants concernant les lames japonaises, c'est que leur géométrie est extrêmement précise. Plus la préforme obtenue à cette étape est de qualité, meilleure sera la géométrie de ma lame finale. L'un des aspects agaçants lorsqu'on travaille avec une presse de forge comme celle-ci, c'est que si on a un défaut de soudure, il est en fait assez difficile de le réparer avec la presse. La presse produit un écrasement, alors qu'un mouvement percussif serait nécessaire pour expulser l'oxydation liquéfiée de la forge. Regardez ce gros morceau de calamine. Parce que Shusui est une lame noire, l'un de ses attributs les plus importants est sa durabilité. Zoro a déclaré que même si un dinosaure se tenait à l'autre extrémité de l'épée, elle ne plierait même pas d'1 millimètre. La déclaration de Zoro est absurde. Après quelques recherches et calculs, même des matériaux comme le diamant ou le graphène sont 10 000 fois trop faibles pour que cette affirmation soit vraie. Dans le monde de One Piece, ils ont quelque chose appelé le haki. Et le haki peut être utilisé pour renforcer les armes et les lames. Puisque je ne suis pas dans l'univers de One Piece, je n'y ai pas accès. Ainsi, pour confirmer les dires de Zoro sur Shusui, la meilleure approche n'est pas le matériau, mais plutôt la section transversale et la géométrie du sabre. Yoshino Yoshihara, l'un des plus grands forgerons japonais modernes, a dit que la pointe du katana devrait être environ 70% aussi large que la lame juste avant le hibaki. Cela permettrait à la lame d'avoir un très bon équilibre une fois tous les accessoires installés. Zoro affirme que Shusui est une lame très lourde, donc je pencherai plutôt vers une épaisseur de 80 à 85% plutôt que 70%. Cela alourdira légèrement la lame, mais la rendra encore plus fidèle au canon. À ce stade, la pièce approchait sa forme finale. J'ai donc mis des butées dans ma presse pour lui donner une épaisseur uniforme. Je voulais tenir cette pièce avec des pinces avant de finaliser la forme au marteau à main. Une chose à propos du katana que peu de gens réalisent, c'est que ce ne sont pas des sabres très fins. Près du hibaki situé à la base de la lame, le katana a une épaisseur de plus d'1/4 de pouce. Cela signifie que ma préforme ne peut pas être plus fine qu'1/4 de pouce. Et honnêtement, c'est même mieux si elle est beaucoup plus épaisse qu'1/4 de pouce. Je vise une préforme d'environ 3/8 de pouce d'épaisseur sur toute la longueur, afin d'avoir suffisamment de matière pour forger les biseaux et la géométrie plus tard. La première étape pour forger une lame japonaise est de couper la pointe à un angle d'environ 45 degrés. Traditionnellement, les forgerons japonais fabriquaient leur katana avec une enveloppe en acier dur et un noyau en acier doux, d'où cette étape. Couper et plier la pointe en acier vers le haut permettait de garder une pointe en acier trempable. Je travaillais avec de l'acier moderne, donc cela ne s'appliquait pas forcément à moi. J'ai courbé ma pointe vers le haut uniquement parce que je trouvais que ça avait l'air cool. Avec la pointe courbée vers le haut, il était temps de déterminer la longueur finale de ma lame. Il m'était impossible de déterminer la longueur des épées dans l'anime, car elles semblaient avoir une longueur différente à chaque image. J'ai choisi une lame de 27 pouces, une longueur traditionnelle pour un katana, qui me permettait aussi de la traiter thermiquement dans mon four de 36 pouces de long. L'un des aspects très importants des sointeux de katana, c'est qu'elles sont effilées et qu'elles ont la même géométrie que la lame qui les traverse.
L'un des aspects très importants des soies de katana, c'est qu'elles sont effilées et qu'elles reprennent la même géométrie que la lame sur toute leur longueur. J'ai donc décidé d'effiler ma soie avant de forger la géométrie de ma lame afin de faciliter sa manipulation avec les pinces. Ah, c'est chaud. Il est temps de commencer à forger la géométrie de la lame. Je commence par travailler sur les chanfreins de la colonne vertébrale de la lame. La géométrie des épées de Zoro est appelée Shobu-zukuri. Je m'étais trompé auparavant en pensant qu'il s'agissait de Shinogi-zukuri. Quelqu'un a souligné dans les commentaires que les épées de Zoro n'ont pas de ligne yokote, indiquant qu'elles sont de type Shobu-zukuri et non Shinogi-zukuri. Ensuite, je vais forger les biseaux du côté de la colonne vertébrale de la lame. Il est crucial de débuter par ceci pour définir correctement la géométrie des biseaux du côté lame. Après avoir forgé une bonne section de biseaux du dos, il était temps de commencer à travailler sur les biseaux de la lame. L'eau sur l'enclume permet de faire sauter la calamine et de garder le forgeage plus propre. Le forgeage à l'eau est la méthode traditionnelle pour enlever la calamine, mais c'était ma première tentative, donc le résultat n'était pas parfait, mais plutôt satisfaisant au final. Comme on ne peut vraiment travailler qu'une partie de la lame à la fois, je mettais en forme la géométrie à l'avant de la lame, puis je progressais lentement vers la soie. D'une certaine manière, cela simplifiait le maintien d'une géométrie cohérente, car je pouvais me référer à celle définie précédemment. Le commentaire le plus fréquent sur mes vidéos de fabrication de lames japonaises, bien plus que tout autre, concerne la courbure du katana. Je vais en afficher quelques-uns à l'écran, où vous pouvez consulter les commentaires de mes anciennes vidéos. Vous en trouverez plus que vous ne pourrez en lire. L'idée générale dans ces commentaires, c'est que la courbure de la lame vient de la trempe. Et ce n'est pas techniquement faux pour les pièces fabriquées de manière traditionnelle à partir d'acier traditionnel. Le truc, c'est que je travaille avec de l'acier moderne et je ne vais pas faire la trempe dans l'eau, je vais faire la trempe dans l'huile. Le truc, c'est que la trempe à l'huile fait exactement l'inverse de la trempe à l'eau. Soit elle n'a aucun effet sur la courbure, soit elle provoque une courbure inversée en forme de sabre retourné. Cela soulève la question de pourquoi je choisis de tremper dans l'huile plutôt que dans l'eau. Le truc, c'est que la mention de l'eau dans le nom de l'acier est destinée à un acier beaucoup plus épais qu'une lame. Mon acier faisait au maximum un quart de pouce d'épaisseur, et cette classification était prévue pour de l'acier d'au moins 1 pouce d'épaisseur. Donc, si tu trempes du W2 dans l'eau, il y a en fait de très fortes chances que tu fissures ton acier. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, avant même de fabriquer des couteaux, j'ai toujours voulu posséder un katana. Posséder un katana est objectivement la chose la plus cool au monde, pas pour couper quoi que ce soit ou pour s'entraîner, mais parce que la plupart d'entre vous qui regardez ont probablement ressenti la même chose à un moment donné. Le katana est parfait à tous égards, son esthétique, son histoire fascinante et sa représentation dans les médias. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ma lame était un peu trop longue, alors après avoir nettoyé la géométrie de mon dos juste devant la soie, je l'ai amenée sur mon outil de coupe à chaud et j'ai retiré environ 1,5 cm de matière. Après avoir corrigé quelques détails sur le biseau distal et la géométrie, j'étais vraiment excité. La lame avait fière allure et constituait une base idéale pour la suite de la fabrication. Après le forgeage, la taille des grains dans l'acier devient très irrégulière et la lame est soumise à de fortes tensions.
L'étape suivante, après avoir redressé et finalisé la courbure, est donc de normaliser la lame. La normalisation de la lame est assez simple, mais il est vraiment très important de le faire avec précision. Vous chauffez la lame à 3 températures différentes, puis la laissez refroidir à 700-800 degrés Celsius entre chaque cycle. Ces 3 cycles permettent principalement de réduire la taille du grain et les contraintes dans l'acier, le rendant plus résistant et diminuant les risques de fissuration lors de la trempe. Fatigué? Oh là là. L'un des effets secondaires du forgage de votre lame, c'est que vous perdez beaucoup d'acier à cause de la calamine. Pendant que la lame chauffait dans le four pour son premier cycle de normalisation, j'ai décidé de tout balayer. Il y en avait bien plus que prévu. Tout cela était autrefois de l'acier utilisable, mais maintenant c'est inutilisable. Transformer cela en acier utilisable est possible, mais nécessiterait une grande quantité et quelques centaines de kilos de charbon de bois. En observant attentivement la lame lors de son refroidissement, vous apercevrez des ondes rouges la traverser. Ce phénomène appelé régalescence est en réalité fascinant. La façon simple et rapide de l'expliquer, c'est que pendant que l'acier refroidit, il subit des changements de phase, et durant ces changements de phase, l'acier se réchauffe en fait. Si vous n'avez pas compris mon explication au tableau, l'étape suivante que je vais effectuer sur cette lame est le profilage. Le profil d'une lame, c'est essentiellement son profil en 2 dimensions, c'est ce que tu vois quand tu la tiens face au soleil. Comme je l'ai déjà dit, profiler une lame, c'est presque comme dessiner un visage. Lorsque vous dessinez un visage, il est crucial de reproduire fidèlement tous les détails pour ne pas représenter quelqu'un d'autre. Il en va de même pour une lame. Si sa forme diffère de celle que vous tentez de reproduire, vous ne fabriquez pas la même lame. Avec la lame profilée, il était temps de débuter le meulage grossier de la pièce. Pour la fabrication, avant la trempe, je cherchais à obtenir un tranchant d'environ 100 millièmes de pouce d'épaisseur. C'est très épais, surtout que j'allais utiliser de l'huile plutôt que de l'eau, mais je ne voulais prendre aucun risque. J'ai déjà passé beaucoup de temps sur la lame et je ne voulais pas la tremper pour me retrouver avec 2 petites lames. On est à environ un huitième de pouce sur toute la longueur, un peu moins de 100 millièmes. La dernière fois que j'ai trempé une sorte de katana, j'ai laissé le tranchant à un quart de pouce d'épaisseur. Je ne vais pas recommencer, mais je pense que c'est peut-être encore un peu trop épais. Avant d'appliquer l'argile sur la lame et de la tremper, j'ai pris des précautions pour éviter qu'elle ne se fissure, surtout après l'avoir meulée finement. J'ai d'abord laissé la lame avec un fini à 120 grains au lieu de 36 grains, les rayures plus fines réduisant les contraintes lors de la trempe. J'ai aussi adouci tous les angles vifs avec une bande abrasive détendue, garantissant très peu de contraintes lors de la trempe. L'une des choses que j'ai remarquées en regardant le hamon de Shusui, c'est que l'espacement de ces vagues était vraiment très répétitif. Elles étaient presque équidistantes. J'ai donc pris une règle et un marqueur, puis j'ai tracé des lignes espacées d'environ 1,5 cm. Historiquement, l'argile utilisée par les forgerons japonais sur leurs lames avant la trempe était plutôt complexe. Ils utilisaient 2 types d'argile, une pour le tranchant et une pour le dos de la lame. Comme je n'ai besoin que d'un seul type d'argile pour mon acier, j'utiliserai du ciment réfractaire satanite avec un peu d'écaillé de forge broyé. Les écaillas de forge devaient ralentir davantage le refroidissement pour améliorer l'activité de mon amont. J'ai mis beaucoup trop d'eau. La raison pour laquelle j'ai l'air aussi stressé ici, c'est parce que je savais que ce hamon allait littéralement faire ou défaire la lame. Dans One Piece, les hamons sur les épées de Zoro sont si uniques que la moindre modification en changerait complètement l'identité. Même si les montures semblent correctes, ça aurait quand même l'air vraiment étrange. Je savais aussi que, peu importe à quel point mon motif en argile était réussi, la chance qu'il apparaisse exactement comme je le voulais sur la lame n'était pas de 100%. Ça m'a pris du temps, mais j'étais content d'avoir réussi à faire le motif dans l'argile. Il ne restait plus qu'à laisser sécher, croiser les doigts et se préparer pour la trempe. La température d'austénitisation que j'ai choisie pour cette lame était de 1480 degrés.
Avant de faire cette trempe, j'ai parlé à beaucoup de couteliers sur Instagram qui étaient vraiment doués pour les hammons, et ils étaient tous d'accord pour dire qu'une température d'austénitisation plus basse était meilleure. Pendant que la lame chauffait dans le four, j'ai pris le temps de préchauffer mon huile. Cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais une huile plus chaude trempe en fait la lame plus rapidement parce que la viscosité est plus faible. J'avais des couleurs bizarres au centre, mais je pense que c'était juste de la calamine. Je pense qu'on est bon dans l'ensemble. La lame est restée en place, ce qui est vraiment bien. Ouais, on est bon. Juste après la trempe, j'aime meuler légèrement pour vérifier si j'ai obtenu le hamon souhaité. Le hamon est l'élément clé de la fabrication de chou suey. S'il échoue, je devrais retremper ou forger une nouvelle lame. C'est vraiment mauvais. On n'obtient pas ce qu'on veut, comme ce qui s'est passé avec Enma. Je pense que pour la prochaine trempe, je dois augmenter la température à 1490 et la laisser un peu plus longtemps. Je crois que les taches sombres que j'ai aperçues n'étaient pas de la calamine comme je le pensais, et ce n'était pas dû au froid non plus. Je dois renormaliser ça. C'est un peu nul. Le hamon a fini par avoir un aspect complètement différent de ce que je voulais, avec peu d'acier dur près du tranchant. Si tu regardes bien ici, tu peux voir que certaines parties du hamon touchent quasiment le tranchant. C'est inacceptable pour un katana, car cela signifie qu'en l'affûtant légèrement, le tranchant sera en acier doux. Je devrais voir des formes en U comme ça. J'ai renormalisé la lame à 3 reprises et développé un nouveau plan d'action. Donc, au lieu d'augmenter la température, je dois la baisser de 20 degrés Celsius et la maintenir 2 fois plus longtemps. Je dois utiliser de l'argile beaucoup plus fine. J'en mettais des couches épaisses, il faut que ce soit 2 fois plus fin. Je dois aussi affiner le tranchant de ma lame. Je l'avais laissé épais parce que je ne voulais pas qu'elle se fissure, mais en échange, j'ai eu pratiquement zéro activité de hamon, et maintenant je dois corriger ça, en espérant que ça marche et en priant un peu. En fait, j'ai discuté avec 3 artisans différents sur Instagram qui m'ont guidé dans la bonne direction pour trouver tout ça. Les forgerons m'ont conseillé de baisser la température, de tremper l'acier plus vite en augmentant la température de l'huile, en affinant le tranchant et en mettant moins d'argile. J'ai donc décidé de suivre tous ces conseils. Leurs tags seront à l'écran si vous voulez aller voir. Très bien, on recommence. Ça pourrait flasher, ça pourrait flasher. Oh mon Dieu. Cette deuxième trempe s'est nettement mieux déroulée que la première, sans chauffe inégale sur la lame, me rendant assez optimiste. Le problème senti en fait, c'est que la lame s'est beaucoup plus voilée lors de cette trempe que lors de l'autre. Elle a aussi incurvé ma lame dans l'autre sens, la rendant plus droite que souhaité. Mais ce n'était pas catastrophique, car il existe une technique pour augmenter la courbure de la lame après la trempe, et je savais que si le hamon était réussi, je pourrais le faire. On a obtenu un hamon nettement meilleur. Cependant, ce n'est pas comme le hamon de chou suey avec ses formes très pointues, rappelant des dents de requin. Actuellement, le résultat ressemble à ceci. C'est un hamon vraiment stylé, mais ce que je veux, c'est plutôt ça. D'après ce que m'ont dit les personnes avec qui j'ai parlé, il est vraiment difficile d'obtenir des copies exactes des hamons que tu fais à l'argile. Dessiner un hamon ne suffit pas pour qu'il apparaisse. L'acier comporte de nombreuses activités imprévisibles et incontrôlables. La lame sera un katana fonctionnel, mais pas aussi impressionnant que chou suey.
Oh, il me faut un truc. Cette vidéo pourrait prendre environ 2 mois à réaliser, mais ce n'est pas un problème. La deuxième trempe ne s'est pas déroulée comme prévu et le résultat du hamon était insatisfaisant. La première lame que j'ai forgée était trop fine à ce stade et je ne lui faisais pas confiance pour une troisième trempe, donc je refais une nouvelle lame à partir de zéro. Il y a un écart de 1,5 à 2 semaines entre les dernières images vues car j'étais à court d'acier et j'ai dû en commander et attendre la livraison. Ayant acheté de l'acier neuf en barre cime plus longue, je pouvais commencer à forger la lame directement à partir du barreau sans avoir à faire beaucoup de soudure à la forge au préalable. Je suis crevé. Pas trop mal. Je pense pouvoir simplement l'enlever. J'ai forgé la deuxième lame aux mêmes dimensions que la première, donc je ne vais pas trop montrer la forge. Sache simplement qu'elle était en fait légèrement meilleure que la première, parce que j'avais acquis la mémoire musculaire en forgeant la première. Après la forge, j'ai normalisé la lame 3 fois, puis je l'ai meulée pour qu'elle ait quasiment les mêmes dimensions que la première, mais avec un tranchant encore plus fin. J'ai aussi décidé de rendre les parties d'argile s'étendant dans les zones tranchantes du hamon encore plus fines que la deuxième fois. Rendre l'argile si fine était très difficile. J'ai dû utiliser une pointe en carbure pour appliquer l'argile. Le problème était que la pointe trop fine rendait l'application de l'argile très longue. Pendant l'attente de mon nouvel acier, j'ai aussi acheté de la nouvelle huile de trempe. Mon ancienne huile de trempe avait environ 5 ans. Je pensais qu'une nouvelle huile accélérerait le processus de trempe. D'accord, concentrons-nous. Ah, je pense que c'était prometteur. Je pense que c'était prometteur. Je ne sais pas vraiment avec certitude, mais... Tu es sérieux? Tu vois ça? C'est complètement tordu. Tu crois que c'est réparable? Je ne suis pas sûr qu'une trempe à l'eau suffise. On doit faire une trempe à l'eau, ça ne marchera pas avec de l'huile. Et le taux de réussite pour une trempe à l'eau est de 20 à 30%, et j'en suis déjà à 3 trempes. En moyenne, je devrais encore effectuer 5 trempes supplémentaires pour obtenir une lame fonctionnelle. Après 3 semaines et 300 $ de matériaux investis dans la fabrication, je n'avais absolument rien à montrer pour tout ça. Le biais du coût irrécupérable s'est manifesté il y a environ une semaine, mais j'étais déjà déterminé à créer la meilleure lame possible. Pour cette troisième lame et ma quatrième tentative de trempe, j'ai décidé de faire les choses différemment. Premièrement, j'allais enfin forger ma lame droite et lui donner sa courbure plus tard, lors de la trempe. Notez que la soie doit conserver une légère courbure. La raison est que sans appliquer d'argile sur la soie, elle ne se courbera pas. Une soie droite, avec une lame courbée, aura simplement l'air étrange. L'un des problèmes logistiques liés à la trempe d'une lame de 36 pouces dans l'eau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de récipients capables de contenir autant d'eau. Du coup, j'ai décidé d'aller chez PetSmart et d'acheter un aquarium de 80 gallons. L'un des atouts d'un aquarium a sa transparence, vous permettant d'observer tout le processus de trempe à l'eau, ce qui est fascinant. Une des choses que je fais un peu différemment d'une trempe classique à l'eau, c'est que je vais passer de l'eau à l'huile, ce qu'on appelle aussi une trempe interrompue. Apparemment, ça aide beaucoup à réduire le risque de fissure, mais on ne sait jamais. Je vais avoir besoin que vous croisiez tous les doigts et les orteils pour moi, rapidement. J'ai pris plusieurs mesures pour empêcher la fissuration de la lame lors de la trempe. La première chose que j'ai faite, c'est d'ajouter du sel dans l'eau de l'aquarium. Cela aiderait à briser la couche de vapeur et à rendre l'eau un peu moins agressive. J'ai préchauffé mon vieux four pour faire un revenu rapide après l'huile. J'ai même acheté un nouveau four à 5 000 $ spécialement pour cette trempe. C'est jusqu'où j'étais prêt à aller pour m'assurer que cette trempe soit réussie. Enfin, j'ai préchauffé mon huile à environ 200 degrés Fahrenheit. Je voulais qu'elle soit très chaude pour refroidir lentement la lame après sa sortie de l'eau. J'ai fait cela en chauffant de vieux fers à béton dans ma forge et en les plongeant dans l'huile. Après toutes ces étapes, j'étais enfin prêt pour la trempe à l'eau. Je suis en stress, d'accord. Je bloque.
Je n'ai entendu aucune fissure, je n'ai entendu aucune fissure. J'ai vu beaucoup de courbures. Oh mon dieu, c'est quoi cette courbure, mec? Honnêtement, ce n'est pas super déformé. Aucune fissure jusqu'à présent. Je ne suis pas certain que le hamon me convienne. Passons maintenant à la trempe. À ce stade, si ça n'a pas encore fissuré, je me sens plutôt bien à ce sujet. Je me sens bien à ce sujet. Oh là là! Je ne sais pas ce que ça fait. Oui, oui, oh mon dieu! Oh oh oh! Allons-y. Je vais faire 425 pendant 2 heures, 2 fois. Un peu plus élevée que la normale, mais c'est une épée donc elle doit être plus robuste. Et c'est un bon moment et pour replonger dans les souvenirs. C'est le premier katana qu'on a trempé 2 fois, et là, la courbure a disparu, je l'ai trop revenu d'une manière ou d'une autre, c'est un déchet. Le deuxième, trempé une fois, est encore plus droit, car il s'est incurvé à l'envers dans l'huile. Il a un hamon correct vers la pointe, mais ça reste un déchet. Et puis le magnifique, une belle courbure, des couleurs de revenu parfaites, un hamon parfait. Après 4 tentatives ardues, j'avais enfin une lame satisfaisante. Le hamon était vraiment parfait, si tu le regardais, tu te dirais tout de suite « Ah, c'est le hamon qu'on voit habituellement sur Shusui ». La courbure, sous le sori, de la lame était presque parfaite, avec une légère surcourbe à certains endroits. L'amincissement de la lame par meulage réduit en réalité cette courbure. La trempe d'une lame dans l'eau entraîne souvent des déformations, comme une torsion en forme de S, ce qui était visible ici. Pour corriger cela, j'utilise un marteau en carbure. Cette méthode m'a été présentée par Salem Straub il y a quelques années, et en gros, le carbure augmente la surface sur le côté que tu frappes, et tu incurves la lame dans l'autre sens. C'est moins rapide que d'utiliser la chaleur avec un gabarit à 3 dents, mais on connaît tous la dernière fois que j'ai tenté ça. Sur ma dernière katana, j'ai pris des mesures d'épaisseur sur toute la lame, ce qui a beaucoup aidé lors de la phase finale de meulage. J'ai effectué des mesures tous les 5 cm pour relever la largeur et l'épaisseur de la lame. J'ai l'impression que cette étape dans le processus de fabrication d'une katana est très peu représentée dans les médias sur la fabrication de katana. Les documentaires YouTube sur le sujet montrent qu'il passe directement de la trempe au polissage, sans présenter les étapes intermédiaires d'enlèvement de matière. Avant l'invention des ponceuses à bandes, le ponçage se faisait traditionnellement sur des pierres. De nos jours, avec l'existence des ponceuses à bandes, un mouvement est apparu parmi les forgerons japonais traditionnels pour demander à leur gouvernement l'autorisation de les utiliser. Dans l'art du sabre japonais de Yoshino Yoshihara, il présente ce procédé, ce qui est surprenant car on ne le considère généralement pas comme traditionnel. Voici à quoi ressemblait notre coupe transversale après la trempe, et en fait, les katanas finis et affûtés ne ressemblent pas à ça. Ils ne sont pas à plat. En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une forme convexe comme ceci. Donc, ce matériau ici n'est pas trop touché. Avec un bon plan pour l'affûtage final de la pièce, j'ai décidé d'adoucir ma soie avant de passer à l'exécution. Je décidais de percer immédiatement le trou dans la soie pour y passer la goupille Imokugi, puisque je devrais le faire plus tard de toute façon. C'est pour ça qu'on appelle ça bleuir la soie. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est vraiment le bleu le plus bleu qui me vient à l'esprit en ce moment. Ce seau contient de la vermiculite qui permet à la soie de refroidir lentement, la rendant ainsi très tendre. J'ai décidé qu'une bonne épaisseur de tranchant avant de faire le convexe était d'environ 25 millièmes de pouce. C'est clairement beaucoup plus fin que ma dernière katana, où j'étais descendu sous les 10 millièmes de pouce. Une fois le tranchant fini, il ne restait plus qu'à nettoyer la pointe. Il était crucial d'utiliser le support plat du backstand pour bien nettoyer la ligne, car la bande lâche n'aurait pas été efficace. Réaliser le convexe avec la bande lâche semblait facile à première vue, mais une fois commencé, je me suis rendu compte que c'était bien plus compliqué que prévu. Le support plat à dos dur est très prévisible, car la matière est enlevée partout où vous touchez la bande. L'angle de la lame était crucial pour déterminer où la matière était enlevée sur la bande lâche sans support.
Il fallait éviter d'incliner la lame trop vers l'arrière pour ne pas toucher le biseau central. Pour préserver le biseau central, j'ai débuté avec un angle prononcé, puis j'ai progressivement ramené le biseau créé vers l'arrière jusqu'à la colonne vertébrale. J'ai constaté qu'avec cette technique, il était bien plus facile de contrôler l'angle, car je pouvais approcher lentement le biseau central sans risquer de trop meuler. Un aspect intéressant du meulage sur le hamon est que plus le grain utilisé est fin, plus il est facile à voir. Avec des grains plus grossiers, il faut un angle et un éclairage parfait pour voir le hamon. Mais au-delà de 125 pigrains, vers 400 grains, il devient facile à voir sous presque n'importe quel angle. Une fois satisfait de l'émouture convexe et du polissage des plats, il était temps de réfléchir à la création des garnitures pour ce katana. Les garnitures de katana s'ajustent parfaitement à la soie. Avant de travailler sur les garnitures, il était crucial de nettoyer la soie, de la passer aux différents grains et de s'assurer de la régularité du profil. La première garniture que j'allais fabriquer s'appelle le habaki, placé juste sous la lame. Les zones de transition doivent avoir des angles marqués pour que le habaki puisse bien s'accrocher. L'une des choses que l'on remarque en regardant des images de Shusui dans l'animé, c'est que toutes les garnitures sont exactement de la même couleur. Ils n'avaient probablement pas le temps de peindre chaque élément d'une couleur différente, alors ils ont simplement utilisé le seau d'eau. J'ai donc choisi le cuivre pour le habaki, bien qu'il soit jaune. Même s'il paraît insignifiant, le habaki a de nombreuses fonctions sur un katana. C'est l'un des deux points de contact entre la lame et le saya, et étant fait d'un matériau plus tendre, il absorbe les chocs quand la lame heurte quelque chose de dur. Regarde ça, c'est parfait. L'un des aspects agaçants du travail du cuivre est qu'il se durcit rapidement sous le marteau. Pour l'adoucir, chauffez-le jusqu'à ce qu'il soit rouge terne, puis trempez-le dans l'eau. Sa mollesse change même le son qu'il produit. Écoute le bruit qu'il fait maintenant qu'il est en prison. Le son est beaucoup plus aigu. Ces dernières années, j'ai fabriqué environ 6 ou 7 hibaki. Fabriquer autant m'a permis d'avoir un système qui fonctionne pour moi. Mon premier hibaki était très abîmé et m'a pris une journée entière à fabriquer. Après environ 5 hibaki, je pouvais en fabriquer un en seulement 2 à 3 heures. Je pensais vraiment que ça prendrait moins de 3 heures, mais on ne sait jamais, un problème peut toujours survenir. Oh, ça se durcit vraiment quand on le plie. C'est comme un ressort maintenant. C'est si mou que je peux le plier avec mes mains maintenant. Après l'avoir plié sur toute sa longueur, il était temps de le marteler sur le mandrin, une simple tige de 6 mm. J'ai constaté que faire cela avant d'ajuster le hibaki à la lame aide beaucoup pour l'ajustement. Au sommet du hibaki se trouve une fente meulée au dos, permettant une meilleure absorption des chocs et un ajustement à la lame. Avant, j'utilisais une lime et ça fonctionnait bien, mais la fraiseuse me fait gagner du temps, donc je l'utilise maintenant. Ce n'est pas bon signe que ça se coince, ça devrait pouvoir simplement glisser. Je pense que ça veut dire que ma soie n'est pas en train de s'effiler. La soie la plus proche de la lame devrait être la plus épaisse. Comme ça ne glissait pas, ce n'était pas le cas et j'ai dû enlever un peu de matière à l'arrière. C'est le meilleur ajustement que j'ai eu sur le hibaki. Bien que pas complètement étanche à l'air, c'est très proche. La difficulté majeure réside dans la soudure du petit coin de cuivre à l'intérieur. Auparavant, le hibaki ne touchait la lame qu'au dos, mais il fallait aussi qu'il touche le bas du tranchant, rôle de ce petit coin censé soutenir le côté tranchant. Ajuster ce coin est l'une des parties les plus fastidieuses de la fabrication du hibaki, car on ne peut pas le tenir à la main. Ça devient trop chaud, trop vite, et on n'arriverait à rien avec les mains. Tellement proche.
Mon Ibaki est en fait vraiment épais, donc ma cale ne couvre pas toute la distance, mais elle s'ajuste parfaitement. La cale étant ajustée au hibaki, il était temps de souder le tout. Avec l'expérience en ADE, j'ai trouvé que la méthode la plus simple est de placer 6 morceaux de soudure et du flux dans le hibaki, puis de chauffer l'ensemble. Idéalement, la soudure fondue remplirait tout l'espace vide et maintiendrait l'ensemble. Bien humide, vraiment bien humide. C'est vraiment parfait. Il s'avère que refaire quelque chose encore et encore te rend meilleur à ça. Mes Ibaki précédents n'ont pas tenu après la soudure, mais celui-ci me satisfait vraiment. Attends, quoi? Attends, il s'ajuste parfaitement. C'est vraiment pas mal du tout sans aucun limage, regarde ça. Maintenant, il faut qu'on mette ce truc au régime. Je ne savais pas que les hibaki étaient si effilés quand j'ai fabriqué Enma, l'autre katana de One Piece. L'avant du hibaki doit être au niveau de la lame et l'arrière assez épais. J'ai consacré beaucoup de temps à m'assurer que le profil effilé était régulier et esthétique. Le seul point négatif est que le processus a pris plus de temps que prévu car le cuivre chauffait rapidement. Je devais plonger le cuivre dans l'eau pratiquement à chaque fois que je le touchais à la meuleuse. J'ai pensé qu'amener le hibaki à un grain de 400 maintenant était une bonne idée. Je ne voulais pas m'en soucier car la forme du hibaki influençait de nombreuses autres pièces. Les prochaines pièces à travailler s'appellent les seppa. Ce sont essentiellement des entretoises qui se placent juste en dessous du hibaki et juste en dessous de la garde. Un fait intéressant est que les seppa ne sont pas montrés dans l'anime One Piece. C'était probablement à cause du manque de budget et d'heures de travail pour les mettre sur l'épée, j'ai donc décidé d'en fabriquer une paire quand même. La fente et les seppa doivent s'adapter parfaitement à la soie. Le hibaki a déjà le négatif parfait car il est ajusté autour de la soie. J'ai donc pris le hibaki et tracé une ligne à l'intérieur pour indiquer où enlever de la matière. J'allais utiliser une scie à bijoutier pour découper le contour, mais pour passer la scie à travers la pièce au départ, il faut percer un trou. Alors je l'ai simplement mise sur ma fraiseuse et percé un petit trou. Penchez-la vers l'avant et coupez en descendant. Pouvoir pincer la scie comme une corde d'instrument de musique, la pencher vers l'avant et couper lors de la descente faisait partie des conseils que j'ai vus dans la section des commentaires sous ma vidéo sur Tonto. Et j'ai fait de mon mieux pour les appliquer ici. Comment est-ce que je rentre dans la fissure, mec? Quand j'utilisais la scie à bijoutier pour couper le trait, j'ai coupé légèrement à l'intérieur du trait. Cela me permettrait de limer pour obtenir la forme idéale. Cela a pris plus de temps, mais garantissait un bien meilleur ajustement. Cette partie prend toujours tellement de temps. Je pense qu'on est plutôt proche. D'accord, à partir d'ici, dis-moi où je dois enlever de la matière. D'accord, maintenant dis-moi ta réponse parce que je ne sais pas. Ça avance beaucoup plus vite qu'Enma, probablement parce que j'ai fabriqué 3 lames japonaises entre-temps. C'est maintenant l'heure de la garde. La garde de Shusui ressemble un peu à une fleur à 8 pétales. Tu vois ça, pour Enma Silent, elle était très épaisse dans l'animé, alors je l'ai faite super épaisse. Ce qui avait l'air cool, mais c'était vraiment très lourd. Maintenant, on dirait qu'elle fait 3/8 de pouce d'épaisseur, mais je pense que je veux la faire seulement d'1/4 de pouce. N'ayant pas de pièces de laiton à la bonne taille, je suis allé dans mon magasin de métaux préféré acheter une plaque de laiton d'1/4 de pouce d'épaisseur. D'accord, cette pièce coûtait 105 $. C'est assez cher. Pendant que j'étais dehors, j'ai aussi pris le matériau pour ma saya et mon manche. Historiquement, les forgerons japonais utilisaient du bois tendre pour éviter de rayer les lames. J'ai choisi le peuplier car il est assez tendre sans être trop fragile. Alors, prenons un carré de 10 cm. L'une des choses que j'avais du mal à comprendre, c'est que le laiton est en fait plus dense que l'acier.
Laisser l'épaisseur à 3/8 de pouce comme dans l'anime fausserait complètement l'équilibre de la lame. Travailler sur le sépa avant la garde m'a permis d'avoir un meilleur pochoir pour marquer la forme de ma soie. Le plan initial pour creuser la fente dans la garde était d'utiliser à nouveau la scie à bijoutier. Le problème était que je n'arrivais pas à faire couper la scie verticalement, donc j'ai décidé d'utiliser la fraiseuse à la place. J'utilisais des fraises en carbure et ma vitesse était trop basse dans le clip précédent. Après avoir augmenté la vitesse, il était assez facile de creuser l'espace négatif nécessaire. Regarde-moi ça. Je ne pouvais m'approcher de la ligne qu'avec la fraiseuse parce que je ne pouvais la déplacer qu'en X égale 1. Et je ne pouvais pas vraiment aller en diagonale, donc j'ai dû passer beaucoup de temps avec des limes à main pour nettoyer la ligne et l'ajuster à la soie. Beaucoup reste à faire, mais on est assez proche. Allez, mec. Je pense qu'on arrive au stade où les zones brillantes indiquent où poncer. Elles sont assez grandes et plates, signe qu'on est presque ajusté ici et là. C'est très serré, ce qui est bien car pendant le reste du processus, ça va se détendre en le mettant et en l'enlevant. Très lourd, mais c'est ainsi qu'un lacet doit être. La garde étant ajustée, je pouvais travailler sur la deuxième sépa. C'était crucial de le faire après la garde, la soie étant en forme de cône. Ça a été beaucoup plus rapide. Et regarde-moi ça. Comme tout le monde n'arrête pas de me crier dessus pour baisser le son, je crois que je vais suivre leurs conseils et le faire. Ensuite, la poignée Usuka devait être cuite. J'allais tailler ça dans un morceau de bois, alors j'ai coupé des morceaux de 30 cm de la même taille. Il était crucial que les rainures creusées dans ces deux morceaux de bois aient les mêmes dimensions que la soie, alors j'ai pris le temps de tracer des lignes précises. Je te veux, et je te veux. L'une des meilleures façons que j'ai trouvées pour obtenir un canal propre est de le marquer avec un couteau bien aiguisé. Je pense qu'ils utilisaient initialement un kiridashi, mais j'ai utilisé ce couteau pliant à la place, car c'est tout ce que j'avais. La défonceuse serait plus facile à utiliser pour cette tâche, en effet. Mais serait-ce plus ennuyeux? En effet. Avant la poignée, j'avais utilisé des machines bruyantes à chaque étape. C'était agréable d'utiliser des ciseaux à bois et d'enlever du bois à la main. Le peuplier est un bois tendre, mais j'affûtais régulièrement mes ciseaux. J'ai utilisé la ponceuse à disque pour former le morphile, puis la polisseuse pour l'enlever. Ça a plutôt bien marché. La section transversale à cet endroit devrait avoir cette apparence exacte. Et je suis vraiment loin du compte. Tout ce bois doit être enlevé depuis ici jusqu'à l'arrière. Pourquoi c'est que je fabrique des épées 5 pour Zoro alors que c'est le chasseur de minorité? D'accord, je pense que je suis assez proche, mais la seule façon d'en être vraiment sûr, c'est de mettre la lame et de voir si elle rentre complètement. Très bien, voyons jusqu'où elle va rentrer. Attends, ça pourrait être complètement rentré. Il était temps de faire un essai de montage, et ça voulait dire mettre tous les accessoires, puis la poignée. En bas, c'est pas. Oui? Ah, c'est tellement beau. Le suko sculpté, il était temps de penser à la saya. Ma lame, y compris le hibaki, mesurait environ 28 pouces, alors je me suis coupé 31 pouces de matériau. Lors du traçage de la lame sur le bois, il était crucial de dessiner la petite encoche près de la pointe. Une fois creusée, elle servirait de système d'évacuation pour le saya, retenant la poussière et l'huile en excès. L'une des choses auxquelles j'ai fait allusion plus tôt en parlant du hibaki, c'est que la lame ne touche vraiment le saya qu'à la toute pointe et au niveau du hibaki. Le meilleur outil pour creuser la matière au centre est en réalité une défonceuse. La lame, à son point le plus épais, faisait environ 310 millièmes de pouce, juste le long du biseau central, juste au-dessus du hibaki, et cela signifie que j'allais creuser d'environ 150 millièmes de pouce de chaque côté du saya. Ainsi, il me suffirait de creuser ce canal central pour le biseau, et il s'adapterait parfaitement. Avec la défonceuse, le plus difficile était d'obtenir une ligne droite sur la bordure.
J'ai donc laissé un peu d'espace pour nettoyer plus tard avec des ciseaux à bois. La plupart de la section centrale a été retirée, donc j'ai nettoyé les côtés avec des ciseaux à bois et j'ai débuté le travail sur la pointe. Pour que la pointe soit en contact avec la lame correctement, je devais la resculpter avec le ciseau à bois. Heureusement, je pense que ce processus sera bien plus simple que prévu, car la pointe a une géométrie très simple. C'est aussi plus une pyramide qu'un prisme, donc c'était un tiers du volume de matière que j'aurais eu à enlever ailleurs. Je pense que c'est plutôt bien. À ce stade, le cire avait très belle allure, mais je n'avais pas encore fait la partie la plus ardue du processus. Le hibaki doit en gros être parfaitement ajusté à l'avant du saya, et ça veut dire que j'allais devoir sculpter le négatif parfait du hibaki. Cela a toujours été l'une des parties les plus difficiles pour moi dans la fabrication d'un saya. Les tolérances PMI et IS permises étaient aussi si faibles que j'ai dû tracer un contour précis avec le hibaki sans enlever de matière au hasard. La zone du hibaki sculptée, il était temps de creuser un petit canal sur toute la longueur pour faire entrer parfaitement le sabre dans le saya. Ça coince ici. Je sais quoi faire. La faux était enfin sculptée, donc c'était en fait le bon moment pour coller le manche. Avant de commencer, j'ai marqué l'emplacement précis de la rainure pour éviter de la poncer lors de la façonnage du manche. Oh là là, j'ai mis trop de colle. Ça va être compliqué. Je ne voulais pas que l'excès de colle coule dans la rainure et empêche la lame d'entrer dans le manche. J'ai placé la lame, puis je l'ai retirée, et j'ai essuyé la colle à plusieurs reprises pour m'assurer que la rainure correspondait toujours à la pièce. D'accord. Je pense que c'est sec. Très bien, ben, je pense qu'on en est au point où chaque pièce structurelle principale est prête, donc on peut tout assembler. Garder manche. Ah oui, regarde-moi ça. La courbure de la lame est si belle qu'elle évoque immédiatement un katana, ce qui est vraiment génial. Et tout s'aligne de manière incroyable, je ne l'avais pas prévu. Tout étant bloqué, il était temps de commencer à façonner les choses en commençant par la poignée. À ce moment-là, j'étais vraiment enthousiaste, car c'est là que tout commence à prendre forme et à ressembler au produit final. Depuis cette quatrième trempe, les choses allaient se passer bien, ce qui était très agréable. Il est indiqué qu'une lame est en mouvement, mais comme vous pouvez le voir, la lame ne bouge pas. Je n'ai pas cassé la lame. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai cassée. Quoi? La lame de la scie à ruban s'est cassée. N'ayant pas de lame de rechange, j'ai utilisé ma scie à ruban portative pour finir de couper le matériau. Je voulais amincir la pièce en découpant des tranches sur le côté, ce qui n'était possible qu'avec la scie à ruban classique. J'ai donc dû faire autre chose en attendant les nouvelles lames. Le ponçage manuel est essentiel. Avant la gravure, la lame devait être poncée à la main jusqu'à un grain de 600. J'ai donc décidé de délaisser les outils électriques et de simplement poncer manuellement. Un des avantages de ce processus est que sans ligne au côté, je pouvais poncer toute la pointe et le reste de la lame. Cela signifie essentiellement une section de moins à poncer individuellement, et ça aide vraiment à accélérer les choses. Ce qui est bien avec cette zone du dos, c'est qu'elle est principalement composée d'acier doux, et l'acier doux a une résistance à l'usure bien plus faible que l'acier dur. L'un des aspects agaçants lorsqu'on travaille avec une lame aussi longue, c'est que je ne peux poncer qu'une moitié à la fois. J'ai donc dû la retourner une fois la première moitié finie, puis travailler sur l'autre moitié.
Traditionnellement, les forgerons japonais révèlent le hamon avec des pierres Zao. Ils polissaient simplement le hamon sur la lame sans utiliser de solution de gravure. C'est parce que l'acier dur et l'acier doux réagissent différemment au polissage. Imagine voir ça foncer sur toi. C'est notre ça, tu ne peux pas le voir. Le plan était d'obtenir des rayures diagonales de 400 grains sur la lame. Je ne voulais pas encore monter jusqu'à 600 grains car c'était encore assez tôt dans le processus. Et toutes les rayures faites avec le 600 grains devraient être enlevées juste avant la gravure. Pourquoi mon papier de verre est-il aussi rigide? Imagine être un ours que les gens prennent pour un humain déguisé. C'est tellement triste. Lorsque les faces du katana atteignaient 400 grains, il était temps de travailler sur la colonne. Chaque partie de la géométrie du katana doit avoir le même niveau de polissage, ce qui est agaçant car la lame était difficile à fixer dans mon installation de ponçage manuel. Quoi qu'il en soit, mes nouvelles lames de scie à ruban sont arrivées, donc il est temps de reprendre le travail sur le manche. La partie en bois de la poignée d'un katana maintient ensemble de nombreux accessoires. Le fushi, le kashira, l'enveloppe en peau de raie et l'enroulement en ito sont sur le bois. Il est donc essentiel pour moi de lui donner la forme parfaite. Quelque chose d'assez contre-intuitif avec les poignées de katana, c'est qu'il faut poncer le bois beaucoup plus finement qu'on ne le pense. La peau de raie et l'enroulement en ito ajoutent de l'épaisseur dans toutes les directions sur la poignée. Si vous enroulez une poignée qui vous semble confortable, elle deviendra trop épaisse. Cela signifiait qu'en profilant la poignée et en lui donnant sa forme de sablier, je me rapprochais dangereusement de la ligne marquée à l'emplacement de la rainure. Quelque chose d'inattendu s'est produit lorsque je ponçais cette poignée. Mes poignets sont devenus vraiment très douloureux. Je pense que c'est à cause des nombreux mouvements verticaux que j'ai dû faire, car la poignée devait être assez ronde, mais je n'en suis pas certain. Ça n'a pas dû aider non plus que la poignée soit vraiment très légère, ce qui faisait qu'elle avait si peu d'inertie que toute la force devait venir du bout de mes doigts. Donc ceci s'appelle le fuchi. Ça a l'air assez normal, mais ça ici c'est vraiment étrange. Je sais que ça a un nom spécial et que ce n'est pas un kachira comme les autres. C'est beaucoup plus long, ça fait probablement 5 cm. Ça c'est sans doute normal, peut-être 1 cm, mais... J'ai choisi le laiton pour fabriquer le fushi et le kachira, car la couleur sur la photo semblait assez jaune. La dernière fois que j'ai fabriqué un tel ensemble, c'était en acier, donc je pouvais simplement les souder ensemble. Cependant, comme ils seront en laiton, je ne pourrais pas les souder et devrais plutôt les braser. Le laiton était agaçant à travailler. Son élasticité empêchait de simplement l'enrouler autour du manche puis de le braser. J'ai dû utiliser une pince et plier soigneusement en faisant correspondre les rayons entre eux. Après un certain temps, j'ai réussi à faire correspondre presque parfaitement le laiton sur la jointure. C'était crucial pour la solidité de la soudure. Tu penses que ça a marché? Mais là, je vais pas mentir, c'est un travail de soudure vraiment parfait pour une première fois sur du laiton. C'était un peu bancal, mais je pense avoir trouvé une bien meilleure méthode pour souder la plaque à l'arrière du fushi. Le nouveau plan était de placer un anneau de soudure près de la future jonction, puis de chauffer l'ensemble pour que la soudure fonde et s'infiltre dans la jointure. Le plan semblait presque parfait, je ne voyais pas comment il pourrait échouer. Je suis agréablement surpris du résultat. La soudure additionnelle a renforcé considérablement la jonction, la rendant bien plus robuste. Mais oui, maintenant que c'est soudé, il est temps de façonner le fushi. D'abord, il fallait meuler l'excédent de matière de la plaque inférieure. J'ai laissé la pièce grande pour que, si la soudure poussait le haut, elle ne tombe pas de la plaque. Ensuite, il fallait nettoyer les côtés du fushi pour les rendre beaux et impeccables. Le fushi s'est formé, il suffit de le glisser sur le haut de la poignée. La fabrication d'un fushi est agaçante car c'est essentiellement un autre seppa. La soie doit s'y glisser parfaitement, alors je l'ai tracé avec l'autre seppa, puis j'ai percé le trou et me suis préparé à le découper à la scie à bijoutier. À ce stade, j'étais déjà assez habitué à la scie à bijoutier, donc découper cette pièce fut assez simple.
Comme j'étais plus à l'aise, je pouvais m'approcher davantage de la ligne, ce qui fait que le limage n'a vraiment pas été difficile. En fait, ça a été assez rapide. Je l'ai limé de la même manière que pour la sève, et ça rentre. C'est un peu serré, mais ça rentre. Et le manche rentre à l'intérieur. C'est tout simplement parfait. Je ne pourrais pas espérer mieux. Comme le fushi ne faisait qu'un demi-pouce de large, c'était clairement la pièce la plus facile des deux. Le Kashira était 4 fois plus large, compliquant considérablement son pliage. Ce métal est solide, mais je suis encore plus fort. En fait, ça marche vraiment bien. Ça peut sembler un peu irrégulier, mais avec un peu de meulage, j'ai l'épaisseur nécessaire pour l'amener là où je veux. Grâce au montage, cela semblait rapide, mais en réalité, ça m'a pris environ 2 heures. La peau de ma main droite est douloureuse car mes pinces n'avaient plus de revêtement en caoutchouc. Je touchais donc directement le métal. La méthode de l'anneau de soudure a si bien fonctionné pour le fushi que je l'ai réutilisé pour le Kashira. Et voilà, ça a encore parfaitement fonctionné, ce qui veut dire que j'utiliserai cette méthode pour chacun de ceux que je ferai à l'avenir. La soudure a épaissi la jointure, permettant d'arrondir légèrement le Kashira. Très bien, donc le Kashira grossièrement mis en forme s'enfile directement. En dehors de l'autre fushi et du Kashira à installer sur le saya, presque tous les accessoires sont terminés. C'est un peu lâche pour l'instant, mais en ajoutant de la peau de raie en dessous, ce sera bien serré plus tard. Le fuchi et le Kashira étaient prêts à être polis. J'ai donc décidé que c'était le bon moment pour coller le saya. Il était crucial d'aligner parfaitement les éléments et d'éviter que la colle n'entre dans le canal central. J'ai donc découpé un côté, les façonné, puis collé. Ainsi, je connaissais précisément la forme requise pour le saya. Comme on est à 1 heure de vidéo, je suppose que ceux qui regardent encore apprécient le contenu. Je ne suis pas là pour vous dire d'aimer ou de vous abonner, je veux que vous m'aidiez à trouver des idées pour de futures créations. Voici ma deuxième katana de One Piece, que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience. Mais il y a sûrement d'autres séries intéressantes pour créer des armes, alors n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire. J'ai 1 milliard de serre-joints sur la table, j'espère que ça suffira. Je vais coller le petit sur le grand, puis serrer le tout avec les serre-joints. J'ai encore mis beaucoup trop de colle. Ça ira juste ici, et puis ça ira. Ce n'est pas la bonne façon de le mettre. Bien. Ça fait environ 1h30, donc on peut retirer la pince sans risque. On peut probablement la retirer après 30 minutes, mais... 3, 11, 12, 16, 17, d'accord? Le véritable test sera de vérifier si ça tient une fois la colle sèche. Regarde-moi ça. C'est serré, mais c'est bien. Façonner la faux suivait un processus similaire aux manches, avec une géométrie légèrement différente et une épaisseur un peu plus importante. Puisque j'avais déjà façonné un côté, il me suffisait de poncer l'autre pour le rejoindre, puis d'affiner l'ensemble. Façonner cette pièce était similaire aux manches, donc je ne vais pas trop détailler. Je l'ai laissée très ovale et j'ai essayé de la rendre aussi fine que possible. J'ai aussi passé beaucoup de temps sur la bande abrasive souple pour éliminer les facettes laissées par la platine plate et garder l'ensemble lisse. Donc en fait, il n'y a pas que le manche qui a ceci et cela. C'est reproduit sur le saya. Vous pouvez voir ici que ce n'est pas le hibaki par exemple. C'est une bague posée sur le saya. Et puis, sur une autre photo, ils ont autre chose au bout du saya. Je dois donc fabriquer un nouveau fushi et un nouveau kashira. Le fuchi sur le saya aura une autre fonction en plus de l'ornementation. Traditionnellement, les saya de katana avaient un élément appelé koiguchi. Le koiguchi est un matériau plus dur enroulé autour du bord du saya pour empêcher le katana de couper dans le bois tendre. Le laiton étant plus difficile à couper que le peuplier, il allait donc devenir mon koiguchi. Et comme je l'ai appelé le fushi pour le saya, j'ai aussi dû tailler une fente pour que tout le hibaki puisse passer à travers. Ça fait 19 ans, mais regarde ça.
Pas besoin d'un Koiguchi quand on en a un en métal, n'est-ce pas? Toutes les pièces du katana étant fabriquées et prêtes pour la mise en forme et le polissage final, il était temps de commencer à travailler sur les ornements plus fins. Les poignées des katanas sont enveloppées de peau de raie, et pour savoir de combien j'avais besoin, j'ai fabriqué ce pochoir en ruban adhésif. J'ai choisi la peau de raie grise car sa couleur correspondait à celle que j'avais vue sur les photos. Je ne peux pas garantir que c'est la bonne nuance de gris, mais ça y ressemble assez. Est-ce que je l'ai déjà fait? Parfaitement. Oh, en fait, c'est un peu petit. La peau de raie possède des nodules centraux, appelés nodules d'empereur, qui doivent être correctement positionnés. Comme vous le voyez ici, je ne prends pas le centre exact de la peau de raie, mais je le décale assez largement. Certaines parties de la peau de raie sont en fait faites du même matériau que vos dents, donc j'ai dû utiliser des ciseaux très robustes conçus pour le cuir afin de pouvoir la couper. La dernière fois, j'ai essayé d'utiliser des ciseaux ordinaires faits sur de la peau de raie, mais ils ont été complètement détruits sans aucun effet. Il était temps de poser la peau de raie sur la poignée, et la meilleure méthode que j'ai trouvée est d'utiliser de la colle à bois. Je ne sais plus d'où ça vient, mais je sais que ça marche très bien, même si ce n'est peut-être pas traditionnel. Ici, vous pouvez vraiment voir les nodules d'empereur sur la peau de raie. Ils sont beaucoup plus gros et bien plus beaux que tout le reste sur la peau et la surface. La peau de raie étant assez souple, il est crucial pour moi de l'enrouler avec de la corde pour qu'elle sèche bien en place. C'est crucial car le côté de la peau de raie a une couture qui doit être bien plate. L'une des meilleures façons d'y parvenir est simplement de ficeler toute la couture. Ah oui? Ah oui. Ça fait un bail. Jetons un œil à ce cuir de raie. Ouais, là. Plus tu le veux. La peau de raie était déjà sur la poignée, alors j'ai pensé que c'était le moment idéal pour façonner ces accessoires. Après des recherches et analyses de nombreux katanas, j'ai réalisé que les seppas devaient s'aligner avec les éléments adjacents. Le seppa se trouvant juste au-dessus de la poignée, il était logique de le façonner en fonction de la taille du fushi sur celle-ci. J'ai fait pareil pour l'autre et l'ai ajusté à la taille du saya, mais je ne le montrerai pas car c'est exactement la même chose que ce que vous voyez ici. Après avoir façonné les deux, il restait à façonner la garde. D'accord. Donc, je dois, d'une manière ou d'une autre, tracer un cercle sur cette garde et je me suis dit, oh, il me faut un compas ou un rapporteur ou peu importe comment ça s'appelle. Et je vois ça, cet anneau en ABS ou peu importe comment ça s'appelle. Et c'est en fait parfait. Probablement à l'atome près. Bon, pas vraiment, mais franchement, c'est assez fou à quel point ça correspond bien. Comme la garde de Zoro ressemble à une fleur à 8 pétales, j'ai commencé par un cercle. Je savais que la ligne tracée ne serait pas très précise, donc j'ai dû utiliser un pied à coulisse plus tard pour vérifier le diamètre à plusieurs endroits afin de m'assurer d'obtenir un cercle. Maintenant, la garde de Shusui avait une forme complexe, rendant difficile le tracé des lignes. J'ai fini par tracer beaucoup de lignes et à les couper en deux pour m'assurer que les lignes étaient bien espacées. Selon moi, hormis le saya de Shusui, la garde est l'un de ses éléments les plus distinctifs. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand ils regardent One Piece, ne font pas vraiment attention aux accessoires ou Goemon, et malgré ça, je pense que la plupart des gens peuvent reconnaître Shusui grâce à sa garde. En effet, dans l'anime, les trous dans la garde n'ont aucune utilité réelle. Ils sont censés tenir des petits couteaux ornementaux, mais là, ils sont juste décoratifs. D'habitude, ils ont un aspect différent, mais parfois ils se ressemblent. Je vais faire celui-ci car je pense que ce sera le plus joli et symétrique. Tailler ces encoches avec des limes sera très difficile, donc j'ai choisi d'utiliser à nouveau ma fraiseuse. Une partie de moi hésitait à inclure ces éléments dans la garde-robe, sachant la difficulté que cela représenterait. Mais j'ai choisi de le faire pour rester fidèle à l'anime. Mec, quoi? Un jour, je pourrais fraiser sans casser de fraises, mais ce n'est pas encore le cas. J'en ai cassé deux en usinant une seule rainure. J'ai réussi à régler ma vitesse, et heureusement, je n'ai cassé que 2 fraises pendant l'usinage. Oui, du côté sans ligne de traçage, ça a déjà l'air bien. Il me reste juste à nettoyer les lignes à la lime. Je souhaite voir le résultat. Ah, ouais. Ce truc ressemble à la garde de Shusui. Quand ce sera fini, je vais vraiment... Donc ça, ici, ça n'a vraiment aucun sens. Il faut que la corde soit attachée d'une manière ou d'une autre.
En résumé, en supposant que ce soit mon caissier, je dois tailler une fente ici, et ensuite je pourrais faire le motif qui ressemble à ceci. J'ai utilisé une fraise car je craignais que le forêt ne dévie sur la surface courbe du Kashira. Le truc, c'est que ce trou n'est généralement pas un cercle sur le Kashira, c'est en fait un ovale très fin. J'ai passé du temps à élargir considérablement la lime pour tronçonneuse. J'ai aussi percé le même trou dans la poignée à cette occasion. Si je ne le faisais pas, la corde ne passerait pas au travers, la rendant inutile. La poignée doit aussi avoir un trou pour la cheville Mokuji, donc je l'ai percée immédiatement. Les katanas ne sont assemblés qu'avec une cheville, qui devait donc être parfaite, sans colle. Le trou devait être parfaitement reproduit sur la soie du katana. Je l'ai tracé au crayon, puis percé. Oui, j'utilise encore la fraise, certes mal, mais c'était le seul outil fonctionnel parmi tous ceux que j'ai essayés. Regarde, trop parfait. Maintenant, il était temps de fabriquer la cheville Mokugi. Traditionnellement, elles étaient faites à partir d'une espèce de bambou très dur. N'ayant pas accès à la pièce, j'ai décidé d'en fabriquer une en micarta, un matériau très résistant, parfaitement adapté à cet usage. Très bien, voyons si ça rentre. Ah non, c'est beaucoup trop gros. D'accord. Ouais. Ah ah ah! Ah oui, encore un peu de travail. Tous les accessoires du katana étant fabriqués et façonnés, il était temps de passer au polissage. J'ai commencé par l'intérieur de la garde, la partie la plus difficile. J'ai éliminé les irrégularités à la lime, puis poncé pour lisser avec du papier de verre. Regardez ça, cette partie est déjà lisse. Shusui compte au total 12 pièces distinctes qu'il était temps de commencer à polir une par une. J'ai commencé par nettoyer le tout avec une bande abrasive grain 120 pour préparer l'utilisation des bandes de conditionnement de surface. Mes bandes de conditionnement de surface sont inefficaces pour enlever de la matière. Donc, j'ai dû faire toutes les modifications finales de géométrie de ces pièces avec le grain 120. J'ai essentiellement parlé sans arrêt pendant la dernière heure et 10 minutes, mais le plus drôle, c'est que je pourrais en fait en dire beaucoup plus. Pour chaque vidéo que nous réalisons, nous filmons des téraoctets de séquences, et nous avons tellement d'heures de séquences que nous coupons simplement du montage parce que ce ne serait pas si intéressant. C'est plus difficile de suivre si je parle de tout, et c'est là que je vous pose une question. Seriez-vous intéressé par des versions individuelles, des vidéos 2 fois plus longues, sans narration et avec de nombreuses séquences non éditées? Laissez-nous un commentaire, car on peut en faire pour chaque vidéo publiée. Mais pour revenir à la construction, je devais m'assurer que les coins de la protection étaient arrondis. La pièce devait être fonctionnelle, donc si la protection risquait de couper la main de l'utilisateur, elle ne remplirait pas son rôle. Tous les accessoires étaient en métal tendre, donc je pouvais les emmener directement au polissoir après le conditionnement de surface. Le polissage a généré beaucoup de chaleur sur les pièces, prenant plus de temps que prévu. J'ai dû constamment les plonger dans un seau d'eau pour les refroidir. Si vous regardez de près le fushi et le kashira sur Shusui, vous remarquerez qu'il y a des lignes dessus. Je ne suis pas certain de la méthode canonique, mais la meilleure façon serait de tracer des lignes au ruban adhésif, puis de les foncer avec du noir à laiton. J'ai pensé utiliser un Dremel pour faire du pointillage, mais je doutais d'obtenir une ligne droite, donc j'ai choisi cette option comme la meilleure. Bon, voyons si ça touche vraiment le laiton. Le produit de noircissement du laiton a mis du temps à agir, probablement à cause du polissage important du laiton. La prochaine fois, je laisserai une finition plus mate sur l'objet que j'essaie de noircir. Ça me paraît plutôt bien, d'accord. Voyons à quel point toutes mes lignes sont nettes. Prêt? C'est pas mal du tout. Il y avait 2 pièces sur le katana pour lesquelles je devais faire ça, donc j'ai fait exactement la même chose sur l'autre, et ça a plutôt bien marché. L'étape suivante, la plus amusante, consistait à retirer la poignée. Choisir le noir pour cet enroulement d'Ito a été une décision longue et compliquée, même si ça ne se voit peut-être pas. J'ai d'abord tenté d'assortir exactement la couleur en achetant des enroulements d'Ito bleu et violet que j'ai essayé de teindre pour correspondre parfaitement aux photos. Après plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi à changer la couleur de l'enroulement d'Ito, gaspillant 2 bouteilles entières de teinture. Mais en regardant de plus près les photos de Shusui, j'ai réalisé que la lame était violette. Shusui est supposée être une lame noire,
Donc sa couleur violette signifiait probablement que les autres teintes du katana n'étaient pas tout à fait justes. Après des recherches supplémentaires, j'ai réalisé que toutes les photos que j'avais de Shusui étaient prises dans l'obscurité, ce qui faussait légèrement les couleurs vers le bleu. J'ai donc corrigé la couleur de l'enroulement Ito et obtenu du noir. Je devais considérer plusieurs éléments lors de l'enroulement. Le nœud doit alterner le passage des cordons l'un au-dessus de l'autre. Cela assure qu'une lanière coupée au combat n'entraînera pas le défaire de la poignée. Deuxièmement, l'espace négatif en forme de losange doit être régulier sur tout l'enroulement. Elle est purement esthétique. Je devais garder le tout bien serré pour que l'enroulement reste en place après une utilisation prolongée. Après avoir regardé de nombreux katanas sur Internet, vous remarquerez que personne ne sait vraiment comment faire le nœud final correctement. La seule vidéo YouTube que j'ai trouvée montrant comment faire ce nœud correctement date de 16 ans, soit 6 ans de moins que moi. Malgré la mauvaise qualité d'image, il restait assez facile à suivre. Une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est que il y a en fait deux nœuds distincts dans le nœud final. Le premier nœud s'appelle le nœud Ura et l'autre s'appelle le nœud Omote. Les termes sont situés sur des côtés opposés de la poignée du katana, mais je ne connais pas leur traduction directe. Ceci est en fait tout le nœud du premier côté, mais le côté suivant est le plus difficile. Le début du nœud de l'autre côté commence en fait avec un peu de colle de riz. Mais je ne faisais pas vraiment confiance à la colle de riz pour durer longtemps, alors j'ai décidé d'utiliser simplement de la super glue à la place. D'accord, je dois passer ça en dessous. Faisons une boule de papier. D'accord, je pense que c'est tout. Les katanas ont un affûtage convexe 0. Avant de pouvoir le poncer au grain 600 et le préparer pour la gravure, j'ai d'abord dû le passer à la pierre diamantée grain 400 et l'amener à 0. C'était essentiellement aiguiser le katana, donc tout ce que je faisais après cette étape, je devais être extrêmement prudent, sinon je risquais de me couper accidentellement. Alors j'avais laissé la lame avec des rayures en diagonale au grain 400. Au grain 6 cents, je devais les rendre parallèles à toute la lame. Cette étape rapide m'a récompensé en révélant progressivement le hamon, comme vous pouvez le constater ici. Les forgerons japonais signent traditionnellement la soie de leur lame, sans rien inscrire sur la lame elle-même indiquant qu'ils en sont les fabricants. Normalement, je place ma marque sur la lame, mais j'ai choisi de suivre leur exemple en la mettant sur la soie. J'ai trouvé ça cool car les futurs propriétaires de ce sabre pourront démonter la poignée et savoir que je l'ai fabriqué. Très bien, j'espère que ça suffira. Je pense que c'est plutôt bien. Tu sais, ce n'est pas mal. Il était enfin temps de révéler le hamon que j'ai mis dans la lame il y a plusieurs semaines. Et j'allais graver la lame dans du chlorure ferrique. Cela fonctionne car l'acier doux et l'acier dur réagissent différemment à cette solution. Très bien, gravure de 2 minutes, gravure de 2 minutes. Ça a l'air vraiment dingue. C'est un aperçu du résultat final après le noircissement. On a beaucoup d'activités de hamon super cool ici qu'on ne peut vraiment obtenir qu'avec une trempe à l'eau. Tu vois cette sorte de brume, c'est comme une âme. Entre les cycles, j'ai dû rincer les oxydes et les poncer au papier de verre grain 5000. C'était simplement pour avoir plus de profondeur sur les bords. C'est comme des dents de requin. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi pointu, et ce n'est pas aussi bien sur toute la lame. Mais cette section ressemble au hamon shushi. Je ne pensais même pas que c'était possible. Insatisfait du contraste après la première gravure, j'ai décidé de laisser graver bien plus longtemps pour le deuxième cycle. Sous certains éclairages, le hamon avait l'air vraiment incroyable.
Très bien. Cette fois-ci, le tranchant est un peu plus long. Je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à 5 minutes. D'accord. Oh mon Dieu, il fait tellement sombre. Ouais, ben je pense que 2 gravures, c'est tout ce dont on a besoin. C'est vraiment parfait. C'est tellement bien. Beaucoup d'entre vous ne savent sûrement pas comment je vais noircir la lame, et contrairement à Mihawk, je n'utiliserai pas de peinture. Je vais utiliser du café instantané. Je ne sais pas exactement pourquoi ça noircit l'acier, mais ça fonctionne très bien. Je pense que je vais simplement tout utiliser. Oh là là, ça ne se mélange même pas. Ça fait 105 tasses. C'est 7 à 8 fois plus concentré que du café buvable. C'est vraiment corsé. D'accord, vérifions après 4 heures, mais je veux le laisser bien plus longtemps, car j'ai besoin qu'il soit noir de jet. La lame s'assombrissant, le moment était idéal pour peindre le fourreau. Possède un fourreau unique avec un motif très intéressant. Avant de pouvoir peindre ce motif sur le fourreau, je devais d'abord le poncer et appliquer la couche de base. Vous m'avez complètement démoli dans les commentaires de ma dernière vidéo sur le katana à cause de la peinture du fourreau. Pour améliorer cette réalisation, j'ai acheté la meilleure peinture acrylique en spray disponible et j'allais recouvrir le tout d'un vernis polyuréthane à base d'eau. Faire la couche de base était simple, mais je réfléchissais constamment à la façon de mettre les signes de paix sur le saya. Je savais que j'avais besoin d'un pochoir car je ne voulais pas le faire à main levée. Ah, allons-y. C'est moche, mais je peux encore les barber pour que ce soit propre. Donc, l'animé est vraiment incohérent quant au nombre de ces éléments sur le saya. Regardez cette image. Tout d'abord, l'échelle de ceci est absurde et il y en a un nombre incalculable. Ensuite, quand tu viens ici, il y en a encore plus. Après réflexion, j'ai opté pour 9 de chaque côté, espacés de 3 pouces. Oh non. C'est trop fin, mon pote. C'est tellement pâle. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. Je vais peut-être devoir juste le peindre à la bombe. Laisse-moi voir si je peux essuyer ça. Il était hors de question de laisser ce design sur l'étui. Pendant que j'essuyais, je réfléchissais à une meilleure solution. J'ai donc utilisé l'idée de la peinture en bombe et créé des pochoirs en papier et ruban adhésif. L'objectif était que le papier épouse légèrement la forme du saya, sans débordement de peinture. Mais tout cela n'était que théorie, il fallait voir si ça marchait en pratique. Parfait. Il suffit de laisser reposer ça un instant. Pour être franc, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne si bien. Je pensais que c'était une mauvaise idée et que je devrais tout repeindre. Finalement, je suis ravi que ça ait marché. Et le résultat s'est amélioré au fil du temps car je me sentais de plus en plus à l'aise avec la bombe de peinture. Avant l'application, le poli ressemble à du lait, mais d'après l'étiquette, il va sécher en devenant transparent. Appliquer ce produit sur la faux était assez simple, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Je comprends votre impatience de voir mes capacités, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est le matin. J'ai laissé la tasse dans le café toute la nuit. Voyons à quoi elle ressemble. Waouh, c'est tellement foncé que je ne vois rien. C'est exactement ce que je veux. C'était sombre. Tu peux quand même voir le hamon. Une fois que j'aurai mis la cire, ce sera encore mieux. Oh mon Dieu, ça rend tellement bien de ce côté. Tu sais comment Zoro tient parfois son épée comme ça? C'est précisément ce que tu observerais si Shusui se trouvait devant toi, dans l'univers de One Piece.
L'épée était trop grande pour la chauffer avec le pistolet thermique et utiliser de la cire de carnaval, alors j'ai opté pour un vernis à la cire cristalline. Le noir est maintenant plus foncé. Regarde. Le polissage la rend vraiment plus brillante. Je n'ai pas encore vu l'assemblage final avec toutes les pièces. Oh, c'est un peu effrayant. Oh oui. Pour une grande lame, être si lisse est vraiment bien. Dans cette revue de katana, j'examinerai la lame du point de vue d'un fabricant de couteaux plutôt que d'un acheteur. Il y aura quelques recoupements, mais vous comprenez l'idée. Je regarde d'abord la qualité de l'ajustement et de l'assemblage. Les katanas sont composés de nombreuses pièces distinctes, telles que le hibaki, les entretoises, la garde et bien entendu la poignée. Le tout est maintenu par une unique cheville en bambou, sans aucun jeu, démontrant d'excellentes tolérances. Un autre élément crucial pour un katana est la qualité de son tressage. Mon katana possède un tressage en cuir avec des cales en papier en dessous, le meilleur que j'ai jamais vu sur ce type d'arme. On voit beaucoup de tressages de katana de mauvaise qualité sur Internet. Si vous cherchez les sabres de Zoro, les tressages de katana sont souvent mauvais. Ici, l'alternance du dessus-dessous est correcte, offrant une bonne sensation en main. Les katanas doivent avoir une légère forme de sablier au niveau de la poignée, et c'est le cas ici. Le fushi et le kashira correspondent exactement à la commande. Les détails sont très beaux, notamment le nœud final au bout de la poignée. C'est parfaitement fait. La poignée est irréprochable et servira de référence pour tous les futurs katanas que je fabriquerai. C'est à quel point c'est bien fait. Le haut de la poignée est aussi quasiment parfait. Le Seppa a fait un excellent travail de lime dessus. Le hibaki et la garde ont le même niveau de détail visible sur les photos du site web, ce qui m'a agréablement surpris à la réception. Pour continuer, la lame elle-même, j'ai commandé une lame en acier à haute teneur en carbone 1095 avec une trempe différentielle et une très belle ligne de hamon. J'ai choisi le hamon avec le motif le plus chaotique et c'est exactement ce que j'ai reçu. La lame a aussi un effilement distal parfait en largeur, allant du hibaki jusqu'à la pointe. Elle est vraiment agréable et légère.
Toutes les lignes de meulage sont littéralement parfaites. Si tu regardes tes la pointe, tu as cette ligne yokote qui est parfaitement polie. La lame elle-même c'est assez tranchante. Regarde ça. Les meulages de katana sont censés être un meulage convexe 0, et il n'y a aucun biseau secondaire ici. Donc le fait qu'elle soit tranchante signifie qu'ils l'ont vraiment réalisée à la perfection. En fait, le seul reproche que j'ai à faire à la lame, c'est qu'elle a une zone émoussée près de la pointe, mais si tu veux percer quelque chose, tu n'as pas besoin d'un tranchant rasoir pour le faire. Après avoir regardé ce truc pendant quelques semaines, il n'y a vraiment rien dont je puisse me plaindre. Évidemment, il y a de petits détails que je pourrais relever, comme avec la pointe, mais ça a dépassé toutes mes attentes.